Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Alexis Bouchard. Il est secrétaire national des jeunes socialistes et il est avec nous en direct en studio. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon et merci pour votre invitation. Vous vous doutez qu'on va parler de politique et d'Europe ce matin en particulier. On va parler de politique avec, tenez, ce coup de vis, on pourrait le dire comme ça, en tout cas ce tour de vis sur le budget, puisque le budget a dérapé, budget qui atteint les 5,5% de PIB. On attendait 4,9%. On s'attend à des restrictions budgétaires sur de différents domaines. On devra en connaître les contours cette semaine. Est-ce que vous craignez justement que ce tour de vis budgétaire touche, en tout cas c'est ce que l'on dit, les plus précaires, les plus fragiles, hein? Eh bien oui, parce que c'est déjà le cas. En l'occurrence, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a déjà fait part de nombreuses propositions pour précariser les plus précaires, puisqu'il veut s'attaquer à l'assurance chômage et donc aux plus précaires d'entre nous dans ce pays. L'idée pour combler les déficits maintenant, c'est évidemment de chercher l'argent dans les bonnes poches. Nous formulons de nombreuses propositions et en l'occurrence dans le cadre des élections européennes dont on va parler, j'imagine, au cours de cette matinale, nous avons un certain nombre de mesures que nous proposons avec notre tête de liste, Raphaël Glucksmann, pour une meilleure justice fiscale au sein du continent et pour mieux répartir les richesses. L'idée d'une fiscalité européenne doit faire son chemin et pour combler les déficits et permettre de pouvoir investir enfin dans des services de publics de qualité dans tous les pays européens pour des revenus plus décents pour toutes et tous et notamment les travailleurs, ceux qui triment et ceux qui le méritent. Nous devons porter l'idée d'une justice fiscale européenne et d'une solidarité européenne encore plus accrue, plus profonde, plus avancée, plus poussée. Et c'est toujours dommage, en l'occurrence, que on s'attaque, en tout cas ceux qui sont au pouvoir, et notamment les libéraux et la droite, s'attaquer aux plus précaires pour combler des déficits là où, notamment, je pense à des grandes entreprises, des grands patrons, notamment Starbucks, ne payent pas leurs impôts dans notre pays ou en tout cas au sein de l'Union européenne. Et c'est important aujourd'hui de pouvoir mettre en place cette justice fiscale européenne. Alors justice fiscale avec quand même là aussi des craintes pour l'épargne également, puisqu'on parle de ne pas augmenter les impôts, en tout cas le gouvernement ne le souhaite pas, par la voix de Bruno Le Maire qui s'est exprimé dans une tribune dans les colonnes de nos confrères des Échos. Donc pas d'augmentation des impôts, mais peut-être que l'on toucherait à l'épargne des Français, des questions du livret A en particulier, qui est le livret de base, la petite épargne des Français, le bas de laine. Tout à fait, c'est ce que je dis dans ce qui est cette stratégie de la part du gouvernement de taxer les plus précaires, de précariser les plus précaires. On s'attaque, je le disais, à l'assurance chômage, mais effectivement, vous avez raison, à l'épargne, et notamment, ça a été annoncé par Gabriel Attal, je crois, hier ou avant-hier, de s'attaquer, de taxer notamment l'épargne, et notamment les livrets A et tous les livrets qui suivent. C'est évidemment s'attaquer à ceux qui ont du mal et mettent du temps à épargner pour pouvoir se permettre peut-être de s'acheter une voiture quand elle tombe en panne ou de pouvoir partir en vacances à l'occasion ou de pouvoir potentiellement préparer, déjà anticiper une retraite parce que au fil des années, au fil des décennies, on se rend compte que nos droits petit à petit s'amenuisent et que les acquis sociaux ne sont finalement peut-être pas finalement que des acquis et donc là on rentre vraiment dans le dur puisque là vraiment on s'attaque à tout ce qui était encore la possibilité pour les gens, et notamment les plus précaires, de pouvoir préparer l'avenir, en tout cas sereinement. Et là, on se rend compte qu'on a de moins en moins de moyens de pouvoir vivre, survivre. Et avec l'explosion des prix, l'explosion des loyers, on peut parler du logement, mais l'explosion des prix de l'énergie, la montée de l'inflation, bref, la stagnation des salaires, s'attaquer à l'épargne et s'attaquer aux plus précaires, notamment les travailleurs, puisque c'est souvent les petits travailleurs, les ouvriers qui épargnent aussi dans notre pays, eh bien c'est s'attaquer à ceux qui triment, à ceux qui n'ont plus d'argent, n'ont pas d'argent, et il faut remettre au goût du jour cette idée même qu'est l'impôt, non pas pour faire plus d'impôts pour ceux qui en payent déjà, mais déjà faire payer ceux qui n'en payent pas, et notamment les super riches. Et en l'occurrence, avec Raphaël Glucksmann, notre tête de liste aux européennes, nous portons une proposition, et il a lancé d'ailleurs déjà à l'occasion, puisqu'il est eurodéputé sortant, une mesure pour taxer les riches, avec notamment Paul Magnette,
chef du Parti socialiste belge, et donc on peut toutes et tous, une initiative citoyenne, voilà, je cherchais le nom, toutes et tous y contribuer en signant la pétition, ce qui semble être une pétition, mais qui est véritablement une interpellation de la Commission européenne. Si on atteint les 1 million de signatures, elle sera débattue au Parlement européen, et donc vous pouvez la retrouver évidemment sur tous nos sites et sur tous nos réseaux sociaux. C'est là l'engagement d'une Europe sociale qui s'attaque à ceux qui s'attaquent aux plus précaires, j'allais dire, mais en tout cas à ceux qui ne payent pas leurs impôts et ceux à qui on demanderait peut-être un juste effort, un petit effort pour la solidarité et pour en finir de précariser les plus précaires. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, l'Europe sociale. Vous avez prononcé le mot, Alexis Bouchard, Europe sociale, dont on entend parler depuis plusieurs années déjà, avec possibilité d'une harmonisation des salaires, des droits des travailleurs également. Où en sommes-nous aujourd'hui et quelles sont les propositions précises du Parti socialiste en la matière ? Eh bien, on a tout plein de propositions parce que c'est vrai que c'est un combat et un cheval de bataille pour nous assez important, et notamment avec Raphaël Glucksmann, les socialistes, dans le cadre de cette élection européenne. Je vous disais, harmoniser et mettre en place une véritable justice fiscale au niveau européen, ce n'est pas nécessairement facile puisqu'il faut s'attaquer notamment au traité européen sur les droits de veto pour faire adhérer cette idée même qui est celle de l'impôt à l'échelle européenne à tous les pays européens, et notamment aux pays qui pratiquent l'évasion fiscale et le dumping fiscal. Je pense notamment à l'Irlande et au Luxembourg. Mais en l'occurrence, il va falloir aussi harmoniser ces règles pour permettre justement d'avoir une fiscalité européenne. Sur l'Europe sociale, on veut effectivement augmenter les salaires et tendre les salaires vers le haut partout dans le continent européen, parce que quand bien même on pourrait avoir cette appréhension sur cette concurrence déloyale entre les travailleurs, notamment de l'Europe de l'Est et potentiellement nous disons qu'il faut un SMIC européen et augmenter les salaires au niveau européen. Les harmoniser, ça veut dire les harmoniser à la hausse. Ça veut pas dire baisser le salaire des travailleurs français pour augmenter ceux des travailleurs roumains. On veut évidemment que les conditions de vie et de revenus des ouvriers, des travailleurs, des salariés européens augmentent partout pour permettre à chacun de vivre dignement. Et donc, cette idée du SMIC européen doit faire son chemin. Nous la proposons et nous la mettons sur la table. Et évidemment, cette idée de la justice fiscale pour rémunérer, enfin financer cette mesure de bon sens qui s'ajoute évidemment à la taxation des super profits et à la lutte contre l'évasion fiscale qui sont des mesures que nous portons depuis un moment mais que nous réitérons dans le cadre des élections européennes pour faire véritablement la justice sociale et l'Europe sociale aujourd'hui dans notre continent. Avec une harmonisation qui va peut-être aussi casser un petit peu la concurrence entre les travailleurs de différents pays. Alors tout de suite on a en tête le plombier polonais, évidemment c'est un peu un terme générique, mais voilà, on va peut-être avoir là aussi une meilleure répartition et moins de concurrence déloyale. C'est l'idée et c'est tout l'objet de la solidarité européenne. C'est vrai que c'est une belle idée au départ et en l'occurrence c'est ce sur quoi elle s'est fondée notamment en tant que projet politique européen à l'époque de sa fondation, et en l'occurrence on a eu beaucoup d'a priori et notamment d'a priori, je disais, sur notamment quand il fallait faire adhérer des pays a priori pauvres. Je pense notamment à la Grèce en fait, pour donner l'exemple. Au moment de l'adhésion de la Grèce à l'Union européenne, on nous disait oh là là, mais tous les travailleurs va y avoir une concurrence déloyale dans tout le continent, ça va être catastrophique, on va appauvrir les travailleurs de ce continent. En réalité, ça n'a pas été vraiment le cas, et la solidarité européenne est si bien organisée que justement il y a des règles pour permettre à ce qu'il n'y ait pas trop de concurrence justement entre les travailleurs, et en l'occurrence l'adhésion de la Grèce s'est très bien passée comme ça a été le cas de nombreux pays européens, et je pense notamment sur la question potentielle, parce qu'elle se pose dans le cadre de ces élections européennes, de l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne. Nous sommes pour une procédure accélérée d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne pour faire face à l'impérialisme russe et aux dangers que représente Vladimir Poutine à la fois pour l'Ukraine mais aussi pour l'Union européenne. Il y a des demandes et des colères légitimes sur le fait que effectivement ça pourrait causer des soucis en termes de concurrence, notamment sur le marché du travail. Nous disons qu'effectivement, on ne veut pas de l'adhésion de l'Ukraine tout de suite, mais on veut une adhésion de l'Ukraine accélérée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accélérer,
ce processus de solidarité pour permettre à ce que justement les travailleurs ukrainiens, les travailleurs français, les travailleurs roumains, les travailleurs italiens soient au même niveau et soient potentiellement voilà, sur le même pied d'égalité pour ne pas avoir de concurrence entre chacun des pays. Ça veut dire qu'effectivement l'Ukraine doit aussi peut-être revoir sa façon de fonctionner tant sur le plan politique qu'économique, parce qu'il y a bien des choses à dire aussi à cet égard. Il y a beaucoup de corruption en Ukraine. Beaucoup de corruption notamment, c'est vrai, il faut le dire, et voilà. Mais je le disais, les colères sont légitimes, mais pour pouvoir avoir disons, une adhésion accélérée de l'Ukraine à l'Union européenne, il ne faut pas rester les bras croisés en disant que l'Ukraine, tout va mal. Il faut aussi mettre voilà, le pied à l'étrier et retrousser les manches et aider l'Ukraine à pouvoir disons, surmonter ces épreuves pour faire en sorte qu'elle soit considérée comme un vrai pays européen. C'est non seulement un horizon, mais du coup une vraie tâche à accomplir là dans les prochains mois pour pouvoir faire continuer le bras de fer avec Vladimir Poutine et l'impérialisme russe qui est ambiant en Europe. On va parler tout à l'heure, on dira un mot de l'Europe de la défense, mais il y a aussi l'Europe de l'agriculture, et c'est vrai que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne suscite beaucoup de craintes de la part des agriculteurs qui relancent leur mouvement aujourd'hui, qui sont en colère toujours et encore, avec ce risque de concurrence, là encore déloyale, avec des produits ukrainiens qui pourraient arriver. C'est le cas des poulets qui arrivent en masse sur les étals ici en France et un peu partout en Europe. Est-ce que là aussi il va falloir réglementer, il va falloir avoir une fermeté sur les accords, évidemment? Tout à fait, et j'ai envie de dire que malgré, parce que c'est vrai que cite cet exemple notamment sur l'agriculture ukrainienne pour pour se positionner contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Je pense que c'est une position assez hypocrite parce que il y a déjà la concurrence déloyale en fait, notamment sur la question de l'agriculture. C'est un pas important de la politique de l'Union européenne et en l'occurrence les nombreux traités de libre-échange qui sont signés à travers le monde, je pense notamment dernièrement au CETA avec le Canada, montrent qu'effectivement on est déjà dans une forme de concurrence déloyale avec les agriculteurs européens et notamment les agriculteurs français. Nous assumons de dire qu'il faut mettre en place le protectionnisme social et écologique pour permettre d'une part notre souveraineté alimentaire d'être pleinement assurée, mais surtout pour pouvoir permettre aux agriculteurs et aux agricultrices de notre pays, de notre continent, d'être justement rémunérés. Et c'est toute notre proposition pour une PAC juste et rémunératrice. Aujourd'hui, 80% des revenus de la PAC sont redistribués à seulement 20% des exploitations européennes. C'est quelque chose qu'il faut revoir pour mieux redistribuer les richesses, pour mieux favoriser l'agriculture écologique, l'agroécologie et notamment l'agriculture biologique. Et en l'occurrence, pour permettre et pour empêcher cette concurrence déloyale qui pourrait subvenir notamment avec les Ukrainiens, mais en l'occurrence avec de nombreux autres pays, puisque je vous parlais des traités de libre-échange qui existent déjà, mettre en place des clauses miroirs pour permettre à ce que l'on n'importe pas des denrées, des produits qui ne respectent pas les normes environnementales et sociales qui existent chez nous, et surtout voilà, sortir de cette logique de marché, de ces traités de libre-échange qui ne font qu'empêtrer, qu'appauvrir nos agriculteurs, nos travailleurs qui aujourd'hui triment chaque jour, chaque nuit, tous les matins pour pouvoir avoir des produits de qualité dans notre assiette. C'est tout plein de propositions de bon sens pour mieux rémunérer les agriculteurs et avoir des denrées, des produits plus accessibles et de qualité pour nos consommateurs. Avec justement cette guerre, on va parler de l'Europe de la défense, je le disais à l'instant, mais un petit mot quand même sur le fait que l'Ukraine est le grenier à blé de l'Europe. On le sait aujourd'hui. Si demain Vladimir Poutine venait à gagner cette guerre face à l'Ukraine, ça veut dire aussi qu'il y aurait un changement géopolitique et il y aurait aussi un changement au niveau de l'approvisionnement de l'Europe. Donc là, c'est important aussi. Tout à fait, c'est bien qu'il faut se préparer. Je le disais, l'enjeu de la solidarité européenne, c'est une idée, mais c'est un acte fort et en l'occurrence, ça marche sur de nombreux aspects et notamment sur la défense, on peut en parler. En fait, la guerre en Ukraine de Vladimir Poutine, elle ne concerne pas que l'Ukraine, elle concerne toute notre démocratie européenne et en l'occurrence, dernièrement, de mémoire, il y a 10 jours ou 2 semaines, quand on connaît en Europe, enfin en l'occurrence en France, puisque ça concernait l'hôpital de Corbeil-Essonnes en région Île-de-France, quand il y a une cyberattaque sur un hôpital de Corbeil-Essonnes de la part de Russes en l'occurrence, parce que ça a été avéré. Oui, c'est des hackers russes en fait. C'est nos médecins français, nos patients français qui sont attaqués et en l'occurrence des patients français, des médecins français qui sont empêchés de voir, disons, les livrets médicaux de leurs patients pour pouvoir leur permettre de les soigner dignement et convenablement. Donc il faut, voilà, il faut pas trembler, il faut pas avoir peur et il faut avoir la main ferme, s'attaquer effectivement à l'impérialisme russe,
russes, mais aux impérialismes de tout part, partout dans le monde, hein, qui veulent déstabiliser nos démocraties. Il faut les protéger, nos démocraties européennes, quand bien même elles sont pas parfaites parce qu'elles sont souvent technocratiques et bien loin des préoccupations des gens, tout simplement, qui voilà, travaillent et n'ont pas que ça à penser de ce qui se passe notamment en Europe et dans le monde, parce que pour la plupart du temps, on se concerne de ce qu'on a dans l'assiette ou ce qu'on a sur le portefeuille et c'est légitime. Il faut tout de même s'attaquer et faire en sorte de défendre cette solidarité européenne, c'est nos démocraties européennes, pour pouvoir permettre à nous, notamment jeunes militants, de pouvoir porter des propositions, de pouvoir parler en démocratie, de pouvoir porter des propositions et gagner, porter des mesures pour changer la vie des gens. Et en l'occurrence, si on ne s'attaque pas et si on ne défend pas nos démocraties face aux impérialismes russes, c'est toute cette démocratie, toute cette possibilité de faire et de changer la vie qui est menacée. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument défendre cette démocratie, ce système, et le changer quand il y a des défauts, évidemment. Et en l'occurrence, c'est pour ça que nous sommes engagés. Et donc, en l'occurrence, sur l'Europe de la défense, nous sommes évidemment pour une harmonisation des moyens des pays membres de l'Union européenne dans le cadre d'une défense européenne. On pense que c'est primordial dans le contexte où effectivement l'armement et les budgets de défense des grandes puissances mondiales augmentent depuis des années. Je pense à la Russie, à la Chine, mais aussi aux États-Unis, partout dans le monde en l'occurrence. Et effectivement, avoir une solidarité européenne et une défense européenne, une véritable défense européenne harmonisée, et pourrait nous permettre d'être prêts face à d'éventuelles menaces, et en l'occurrence qui existent déjà. Donc il ne faut pas tarder, puisque sur les cyberattaques, je vous le disais, les hôpitaux français sont déjà attaqués, et donc c'est toutes nos démocraties qui sont menacées, et il faut s'y attaquer d'une main de fer. Voilà, avec une Europe de la défense qui se passe aussi un petit peu au-dessus de nos têtes, avec la préservation des satellites, des moyens de communication qui sont importants. On sait qu'ils sont visés aussi, plus ou moins. Donc, un jeu géopolitique qui est en train d'être battu avec effectivement cette guerre en Ukraine conduite par la Russie, avec la Chine qui prend aussi une importance économique. On le voit aussi sur le continent africain. C'est le cas aussi, bien entendu, de la Russie. Et puis les États-Unis avec le retour possible de Donald Trump. Oui, tout à fait. C'est bien de toutes ces déstabilisations qui font que l'Europe doit être finalement une belle idée et qu'elle doit être défendue partout, et notamment parce que beaucoup la critique et peut-être la surjoue. Elle est perfectible finalement. Elle est perfectible, évidemment. Cette Europe est perçue comme technocratique, loin des préoccupations des gens, je vous le disais, et à juste titre, effectivement, il y a bien des raisons de penser qu'elle ne sert à rien, puisque ça fait des années qu'elle est libérale et qu'elle est à droite toute, et qu'elle peut aussi, disons, entretenir ce pessimisme ambiant qu'il y a quand il s'agit de parler des décisions politiques, parce qu'effectivement, quand la droite est au pouvoir, je ne vais pas vous le cacher, nous on est de gauche, donc on aura tendance à dire qu'effectivement ça ne fait qu'appauvrir les gens et entraîner, disons, le désespoir légitime des gens, donc potentiellement faire augmenter le vote extrême droite, et voilà, la montée partout dans le monde, et pas seulement en Europe. Vous parlez de Donald Trump, de personnalités populistes qui véritablement ne changent pas la vie des gens et qui préfèrent le discours aux actes. Et c'est pour ça que nous sommes pleinement engagés dans cette élection européenne avec Raphaël Glucksmann, avec tout plein de jeunes talents et plein de propositions. Nous sommes en passe de faire basculer l'Europe à gauche, qui est totalement inédit, puisque je vous le disais, l'Europe a été depuis ses débuts à droite toute. L'idée maintenant, puisque nous sommes à une vingtaine de sièges, de faire basculer à la gauche, c'est de se mobiliser en masse dans les urnes le 9 juin prochain pour faire élire une majorité de députés de gauche au Parlement européen. L'idée, c'est évidemment de faire élire un commissaire européen socialiste, et nous avons un candidat, le luxembourgeois Nicolas Schmit, à l'initiative notamment de la directive sur les travailleurs des plateformes. Vous voyez bien que quand bien même il y a des difficultés à faire avancer des projets progressistes au sein de l'Union européenne, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une envie de gauche dans ce pays, dans ce continent, et donc faire fructifier et soutenir ces candidats de gauche et nos listes de gauche, en l'occurrence aux prochaines élections européennes, c'est nous permettre de faire des avancées sur de véritables mesures pour changer la vie des gens. Et je parlais notamment des travailleurs des plateformes, mais on parlait de la directive sur les super profits que nous proposons. Si effectivement vous élisez une majorité de députés socialistes, d'eurodéputés socialistes le 9 juin prochain, c'est évidemment la justice fiscale qui sera remise au goût du jour, et une meilleure rémunération de toutes et tous en Europe. Avec un Raphaël Glucksmann qui progresse dans les sondages. Il commence à talonner Renaissance, le parti de la majorité présidentielle.
j'imagine, si je vous demande si vous y croyez, vous allez me dire oui, hein, mais j'imagine que là aussi ça suscite un bel espoir de voir la gauche revenir au Parlement européen, d'introduire un petit peu plus de normes sociales, mais avec quand même une extrême droite qui est très forte. Le RN est crédité d'une 30% d'intention de vote. Là aussi, il y a un signal, il y a une alerte. Hein. Tout à fait. Alors moi, je prends toujours des pincettes quand il s'agit des sondages. Je vais pas vous dire que je croyais les sondages en 2022 quand Anne Hidalgo était à 2%. Hein. Je vais pas faire l'hypocrite, mais en l'occurrence, c'est vrai que je prends toujours des pincettes avec les sondages. Voilà, ça reste un sondage. Ça reste un sondage. Il y a un certain nombre quand même de modalités de ce sondage qui montrent qu'effectivement, il a l'air sérieux. Et en l'occurrence, ceux qui nous donnent entre 11 et 13% ont l'air sérieux. Et donc, ça montre effectivement qu'il y a une véritable dynamique potentiellement autour de nous. Moi, je prends en compte ce que l'on voit sur le terrain quand on va à la rencontre des gens. Nous avons lancé notre campagne à Tournefeuille en Haute-Garonne le 24 mars dernier avec plus de 3000 militants et sympathisants présents sur place. On faisait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de jeunes et donc c'était vraiment très chouette. Donc ça montre véritablement qu'il y a une envie d'Europe, une envie de gauche, une envie de réveiller l'Europe dans ce pays avec Raphaël Glucksmann et donc nous nous en réjouissons totalement. En face, effectivement, vous parliez de Valérie Hayé, la tête de liste de Renaissance, cette candidate un petit peu sortie du chapeau pour pouvoir sauver les meubles d'une majorité présidentielle à la peine dans les sondages et aussi dans son bilan européen plus que catastrophique, puisque néolibéral et à droite toute, puisque a précarisé notamment les travailleurs et a fait la loi immigration main dans la main avec l'extrême droite. Nous voulons combattre effectivement ce duel annoncé entre les macronistes et l'extrême droite qui, de toute façon, dans la plupart de leurs textes, que ce soit au niveau national, mais aussi à l'échelle européenne, votent un certain nombre de textes ensemble. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut casser ce duel et formuler une véritable rupture. Et cette rupture, c'est effectivement Raphaël Glucksmann et la gauche socialiste. Et en l'occurrence, nous avons une véritable dynamique. Nous serons le 13 avril prochain à Nantes en campagne, en meeting, au Zénith à Saint-Herblain. Et nous comptons effectivement réveiller l'Europe, réveiller Nantes. Et nous invitons évidemment toutes et tous ceux qui s'y intéressent, ou en tout cas qui sont curieux de savoir ce que nous portons pour l'Europe sociale, écologique et féministe, de revenir nous rejoindre. Et c'est effectivement plus nombreux on sera, je veux dire pas seulement à Nantes, mais dans le cadre de cette campagne et aussi à se mobiliser dans les urnes, plus justement on pourra sortir de ce duel mortifère entre la droite et l'extrême droite qui ne font que entretenir ce pessimisme ambiant et en l'occurrence, si vous voulez réveiller le goût du bonheur, n'hésitez pas à nous rejoindre. Avec des envies d'apaisement, on l'aura compris dans cette actualité européenne ou même française assez morose, il faut bien le dire. Je fais un petit parallèle politique. Il y a 50 ans disparaissait pratiquement jour pour jour le président Georges Pompidou, président qui n'a pas été longtemps en poste, mais qui a marqué quand même son passage d'une France différente, la France des 30 Glorieuses, où il y avait de l'argent, où il y avait de l'emploi, et on pouvait se permettre d'industrialiser, on pouvait se permettre d'avoir des plans à long terme. Est-ce que aujourd'hui, on pourrait refaire un peu ce qu'a fait Pompidou en son temps, c'est-à-dire penser à long terme? Est-ce qu'aujourd'hui on oublie de penser à long terme? Eh bien, peut-être bien. Je vais pas vous cacher que moi, j'ai peu connu Georges Pompidou, si c'était pas du tout, puisque j'ai la vingtaine et je suis encore un jeune garçon frais et voilà. Mais je veux dire, effectivement, c'était une autre façon de faire de la politique et en l'occurrence, une façon qui était en tout cas celle que l'on retient d'une façon noble de faire de la politique, puisque quand on s'engageait en politique, c'était pour avoir des idées et surtout, effectivement, avoir un projet sur le long terme, ce qui est de moins en moins le cas. Et je pense notamment à l'ère des réseaux sociaux, c'est peut-être le défaut de notre génération, mais ça concerne évidemment tout le monde et notamment en politique. On est dans le jeu de l'instantanéité, de la réaction instantanée et directe, sinon on est tout de suite critiqué. Ça veut dire qu'on n'a pas de position, je veux dire, à une époque, et notamment celle de Georges Pompidou, quand les réseaux sociaux n'existaient pas, les médias commençaient à peine à décoller, on pouvait potentiellement mettre 3 jours à l'écrit, puisqu'on répondait sur un sujet d'actualité à l'écrit dans les journaux, et ça permettait effectivement d'avoir des réflexions posées, des mesures posées et pondérées de bon sens, des débats vraiment de haute tenue et de haute qualité. C'est peut-être à ça qu'il faut retourner et voilà et pondérer les choses pour effectivement avoir un projet clair sur le long terme. Là, je vous le disais, ce projet d'instantanéité, ça veut dire à chaque fois qu'on a élection après élection, en fait, des mesurettes, des propositions, mais
véritablement de projet de société. Et en l'occurrence, vous avez raison de dire que, mais ça concerne la plupart des partis, qu'effectivement, soit on est dans des postures parce qu'on n'a pas de programme, soit le programme est relativement pauvre parce qu'il ne concerne que certaines propositions et pas véritablement de projet de société sur le long terme. Vous parlez de réindustrialisation, notamment avec Georges Pompidou. Nous sommes, bon, lui, il était à droite et nous sommes à gauche. J'en perds mes lunettes. Je veux dire, voilà. Mais je veux dire, effectivement, nous portons cette idée de réindustrialisation de notre pays, du continent européen. Et à l'heure où, notamment, à la fin du XXe siècle, les industries du Nord et du Grand Est de la France ont pu être délocalisées de par la concurrence déloyale qu'il y a pu avoir partout dans le monde. Mais c'est c'est à cause, notamment de la logique néolibérale que nous combattons. Nous voulons remettre au goût du jour le protectionnisme et le socialisme écologique véritablement au cœur de nos préoccupations. Ça veut dire réindustrialiser et remettre des emplois dans notre pays et sur notre continent. Et donc, effectivement, réindustrialiser, avoir des projets de long terme, ça fait partie de nos cordes et de nos propositions. Et en l'occurrence, pour avoir un projet sérieux et un véritable projet de société au-delà des mesurettes et des propositions qui peuvent s'accumuler au gré des élections et des scrutins au fil des années, nous, ce que nous allons faire, et ce que nous faisons déjà finalement depuis 1 an et depuis le Congrès de Marseille, nous mettons en place des conventions nationales sur un certain nombre de sujets pour avoir, j'allais dire, des pages et des pages de mesures et de propositions pour changer la vie des gens. On avait des propositions et des conventions notamment sur le féminisme et le temps des femmes, sur Retrouvons le peuple et sur la justice sociale et pour les travailleurs, sur la Convention Europe, évidemment, à l'aube de l'élection européenne. Et là, nous allons lancer, dans le cadre, quand bien même nous sommes en élection européenne, une convention sur la sécurité, parce que c'est un sujet important qui concerne la vie des gens. Et donc, ce que nous allons proposer, évidemment, au lendemain des élections européennes, c'est de faire avec toutes les forces de gauche possibles, écologiques et imaginables, un débat, une proposition de discussion en tout cas sur un programme, un véritable projet de société que l'on pourra potentiellement porter en 2027 ensemble. Nous ne perdons pas de vue l'espoir et l'idée même qui est celle de l'union pour battre la droite et l'extrême droite en 2027. Et il faudra évidemment définir des modalités de définition d'une candidature commune à gauche pour pouvoir gagner, on le voit bien. Et ça passe évidemment par un véritable projet de société, par un programme faiblard, j'allais dire, qui ne porte que des petites propositions, des petites mesurettes. Il va falloir parler à tous et il va falloir faire ce programme, je le disais, avec tous les partis, mais aussi avec tous les syndicats, tous les acteurs de la société, des scientifiques, des travailleurs, pour qu'ils puissent concerner et parler à tous. Voilà, un véritable projet de société. Il y en avait un du temps de Georges Pompidou, même si c'était un peu dans le sillage du général de Gaulle. Il y en a eu un du temps de François Mitterrand. On a une société qui a profondément changé. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut aussi changer le temps de la politique? Vous parliez du temps rapide des réseaux sociaux tout à l'heure, Alexis Bouchard, mais il y a aussi le temps de la politique. Est-ce qu'il faut revenir, par exemple, à un septennat? Est-ce qu'il faut se redonner ce temps politique, se redonner ce temps de la réflexion? Alors, moi, c'est peut-être un débat plus philosophique que politique, mais effectivement, se redonner le temps, c'est pas une mauvaise idée. En tout cas, elle doit être mise au débat. Moi, j'ai pas la science infuse et j'ai pas en fait, si j'avais l'idée pour pallier à tous les problèmes démocratiques que l'on connaît, effectivement, je vous le dirais maintenant et ce serait plus simple. En tout cas, moi, je pense qu'il faut démocratiser nos institutions et notamment les institutions européennes, et c'est ce que nous proposons avec Raphaël Glucksmann dans le cadre des élections européennes. Et en tout cas, à l'échelle nationale, effectivement, nous voulons plus de parlementariser effectivement nos institutions. On pense que c'est important parce que quand bien même on peut parler de temps, que ce soit un quinquennat ou un septennat, en fait, si on reste dans ce modèle démocratique où effectivement ne compte que les élections européennes et cette idée même qu'il faut avoir un homme providentiel pour sauver tous nos déboires et tous les problèmes que connaissent notre société, en fait, on continue d'avancer dans le mur et on ne fait que fructifier ce pessimisme, je le disais, la montée de l'extrême droite dans notre pays, puisque déception après déception, on se rend compte que en fait, les présidents de la République, quand bien même ils ont potentiellement de la volonté pour changer les choses, en fait, ils n'y parviennent pas. Et donc, pour pouvoir parler aux gens et pour pouvoir mieux se préoccuper de ce qui concerne les gens, il faut avoir des représentants des gens. Et les représentants des gens, c'est les parlementaires, c'est les députés, potentiellement les sénateurs, potentiellement les élus qui s'engagent dans les collectivités, les acteurs de la société civile qu'il faut remettre au goût du jour, qu'il faut en tout cas plus écouter et donc potentiellement faire plus de conventions citoyennes, parlementariser, je le disais, donner plus de pouvoir au Parlement et à l'Assemblée nationale. C'est cela notre ambition, démocratiser pour, au-delà d'avoir plus de temps, parler aux citoyens et faire des mesures de bon sens qui parlent aux citoyens.
Et on parle aussi à la radio, aux citoyens, c'est important. Tout à fait. Et on va continuer à parler des élections européennes importantes en ce moment avec cette campagne qui rentre dans le vif du sujet, si j'ose dire. Alexis Bouchard, secrétaire national des jeunes socialistes, était avec nous ce matin. Merci d'avoir été en direct et puis à bientôt parce qu'on va continuer, vous reviendrez. Il y a encore beaucoup de sujets, on n'a pas parlé beaucoup d'écologie ce matin, mais c'est promis. C'est vrai. La prochaine fois, on en parle. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci infiniment, belle journée. Bonne journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.